Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Sur la glace, notre sixième émission de la saison en ce lundi 16 novembre. Bon début de semaine, on est à mi-chemin au mois de novembre et c'est une semaine importante au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et également au niveau du hockey junior canadien. Deux choses. D'abord, cette bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ces matchs présentés en territoire restreint, question de protéger les équipes en zone rouge. Alors, 7 équipes vont se réunir à Québec pour disputer 21 matchs au cours des prochains jours. On espère qu'il y aura 7 équipes. Il y a les Voltigeurs de Drummondville qui, au moment où on enregistre cette émission en début d'après-midi, le 16 novembre, qui sont toujours en attente de voir s'il n'y a pas un échantillon qui, malheureusement, serait positif au niveau des tests de la COVID et qui pourrait compromettre la présence des Voltigeurs de Drummondville dans cet événement qui commence demain. Mais toujours est-il qu'en principe, Drummondville, Blainville-Boisbriand, Gatineau, Victoriaville, Shawinigan, Québec et Chicoutimi feront partie de cette bulle et on espère que chacune de ces formations-là pourra jouer 6 matchs au cours des prochains jours, aller jusqu'au 27 novembre. Pas un tournoi, pas de trophée à la fin de tout ça, simplement des matchs de calendrier régulier pour rattraper un peu le temps perdu des équipes qui n'ont pas joué là, depuis le 4 octobre, donc presque un mois et demi sans activité. Il y en a qui ont joué 2 week-ends, il y en a qui ont joué un seul week-end. Alors bref, c'est pas évident. On va en discuter avec le directeur général Kevin Cloutier des Tigres de Victoriaville un petit peu plus tard, entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Kevin Cloutier, dont les Tigres ont une fiche de 4 victoires et aucune défaite, qui vont participer donc à cette bulle qui va commencer demain après-midi avec justement un match entre les Tigres et l'Armada de Blainville-Boisbriand demain à 14h le 17 novembre. Il sera également question du début du camp de sélection d'équipe Canada Junior, les joueurs qui se rapportent aujourd'hui même à Red Deer en Alberta. Imaginez, nous sommes le 16 novembre et déjà on commence le camp de sélection et ceux qui vont se tailler une place dans l'équipe là, vont être de ce groupe jusqu'au 6 janvier, lendemain de la grande finale de la médaille d'or. Alors, c'est un très long camp cette année. Il y a 9 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui participent à ce camp de sélection, dont Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke, avec qui nous nous sommes entretenus également avant son départ. On va vous présenter cette entrevue un petit peu plus tard. Si on revient sur le dernier week-end d'activité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il faut que je vous parle des Islanders de Charlottetown qui ont signé 2 autres victoires, qui ont maintenant une fiche de 11 gains contre 2 échecs depuis le début de la saison, et surtout de leur attaquant de 20 ans, Cédric Desruisseaux, qui a inscrit 3 autres buts en fin de semaine. Il en a 17 en 13 matchs depuis le début de la saison, au sommet des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec. Mais au-delà de tout ça, Desruisseaux a au moins un but à chacun de ses 12 derniers matchs. Le record de la Ligue junior majeure du Québec, c'est 27 matchs de suite avec un but. On n'y arrivera pas, en tout cas pas pour tout de suite. Dans le cas de Desruisseaux, il n'est même pas à moitié chemin. Ça appartient à Pierre Larouche à l'époque des Éperviers de Sorel en 73-74. Mais inscrire un but dans 12 matchs de suite, c'est quand même seulement la 3e fois que ça se fait au cours des 20 dernières années. Sidney Crosby et Pierre-Marc Bouchard ont également réussi ce tour de force depuis le début des années 2000. Alors, c'est quand même toute une séquence là, pour Desruisseaux qui n'a pas marqué lors du premier match de la saison, mais qui a touché la cible à chacun des autres matchs qu'il a disputés. Il avait quand même récolté une passe dans le premier match de la saison, donc il a 13 matchs de suite avec au moins un point. Et ça, c'est un de moins que la séquence la plus longue actuelle dans le circuit, Sean Element des Eagles du Cap-Breton, qui lui a 14 matchs de suite avec au moins un point depuis le début de la saison. Il a obtenu au moins un point dans chacun des matchs de son équipe, les 14 qu'il a disputés. Les Sea Dogs de Saint John se replacent lentement mais sûrement. 2 victoires en fin de semaine. Ils sont remontés au classement maintenant avec 14 points en 14 matchs. 5 victoires, 5 défaites à la régulière et 4 défaites en bris d'égalité. Il y a également eu 2 matchs entre Rouen et Val-d'Or en fin de semaine. Un du côté de Val-d'Or, un du côté de Rouen. On a divisé la séquence de 2 matchs. Les Foreurs étaient sur le point de balayer jusqu'à ce que Alex Bocage, un espoir de l'Avalanche du Colorado, samedi après-midi, prenne les choses en main. Les Huskies tiraient de l'arrière par 3 buts, 4-1 avec 6 minutes à jouer. Il a marqué 3 buts consécutifs pour égaler la marque 4-4 avant d'inscrire le but gagnant en prolongation. Donc, une performance de 4 buts pour Bocage qui a changé une défaite de 4-1 en un gain de 5-4 pour les Huskies. Et avec cette performance, combinée au but qu'il avait marqué également vendredi, il a été choisi à juste titre joueur par excellence de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 5 buts et une passe en 2 matchs. Il y a également l'Océanique de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau qui se sont affrontés 2 fois sur la Côte-Nord en fin de semaine à Baie-Comeau parce que ces équipes, évidemment, ne sont pas dans les zones rouges. Et l'Océanique est allé chercher 2 victoires à Baie-Comeau. Donc, 3 de suite maintenant pour l'Océanique contre le Drakkar au cours des 2 derniers week-ends.
Parmi les autres nouvelles qui ont retenu un petit peu l'attention au cours de la semaine dans la LHJMQ, le retour d'Alexis Gravel avec les Mooseheads d'Halifax. On a cédé le gardien de 20 ans Cole McLaren du côté des rangs junior A dans les Maritimes. Gravel, qui en début de saison ne souhaitait pas se rapporter avec les Mooseheads, a finalement changé d'idée. Lui qui avait été repêché par les Blackhawks de Chicago, mais qui malheureusement n'a pas signé de contrat professionnel. Donc, il est joueur autonome à 20 ans avec les Mooseheads. Du côté des Sea Dogs de Saint John, on a annoncé la signature de Simon Hughes, un attaquant de 16 ans qu'on avait sélectionné en deuxième ronde lors du dernier encamp de la Ligue junior majeure du Québec, le 38e au total. Il devait jouer avec l'Académie Mount St. Charles en fin de semaine et devait, pas en fin de semaine, mais cette saison plutôt, et devait poursuivre son aventure du côté des États-Unis. Hughes a changé d'idée. Évidemment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis présentement, ce n'est peut-être pas évident. C'est un joueur qui a connu quand même de bons chiffres avec Charlottetown dans le Midget 3A l'an passé, 42 points. Donc, Simon Hughes, qui lentement mais sûrement l'avait intégré l'alignement des Sea Dogs de Saint John, un autre bon jeune joueur de 16 ans, donc qui se joint à ce groupe élite du côté des Sea Dogs. L'équipe étoile de la semaine dans la Ligue de hockey junior major du Québec, le gardien Colton Ellis des Islanders de Charlottetown, qui a 9 victoires et aucune défaite depuis le début de la saison. En défensive, Charlie Desroches des Sea Dogs et Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown et les trois attaquants retenus cette semaine, Justin Ducharme des Foreurs de Val-d'Or, Alex Bocage des Huskies de Rouyn-Noranda et Mathieu Desgagnés du Titan d'Acadie Batters, Desgagnés qui est revenu au jeu après avoir purgé une suspension de 2 matchs. Il a contribué à une victoire de 7-6 du Titan vendredi soir contre les Mooseheads de Halifax. Si on revient à cette fameuse bulle, puisqu'il en est question, comme je vous disais un petit peu plus tôt, les Voltigeurs de Drummondville sont en attente au moment où on enregistre l'émission de voir s'ils vont pouvoir ou non entrer dans la bulle. Je me suis fait confirmer tout juste avant de débuter l'enregistrement qu'il y aura probablement des modifications au calendrier. Demain soir, les Voltigeurs devaient jouer contre les Remparts de Québec. Il semble qu'on va changer ça, que ce soit vraisemblablement les Cataractes de Shawinigan qui amorcent ce tournoi contre les Remparts. On appelle ça un tournoi, c'est peut-être pas le mot exact, quoique, bon, c'est une réunion quand même de plusieurs équipes pour jouer des matchs de calendrier régulier. Alors, en principe, il y a 2 matchs à tous les jours à compter de demain, sauf jeudi où il n'y en aura qu'un seul. Donc, 21 matchs au cours des 11 prochains jours. On aimerait que chaque équipe joue une fois contre chacune des autres formations, même s'il y a des équipes qui sont impliquées là-dedans qui ne sont pas dans la même section. On sait qu'en début de saison, lors de la publication du calendrier, tout devait se faire à l'intérieur des sections, mais évidemment, on s'ajuste en cours de route avec ce qui se passe. C'est donc dire que les équipes de l'Ouest, Gatineau, Boisbriand et Drummondville, vont affronter 4 équipes de l'Est, Victoriaville, Shawinigan, Québec et Chicoutimi. Et un petit peu plus tard, au cours de la saison, la Ligue annoncera des modifications au calendrier pour rebalancer les choses. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'espérer jouer 60 matchs. Gilles Courteau a toujours tenu le même discours. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver pour toutes les équipes? C'est pas évident. Il y a le Phoenix de Sherbrooke qui, présentement, est en situation un peu particulière. Je vais vous en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais chose certaine, en ce moment, il y a 17 équipes qui peuvent jouer des matchs, les 7 qui vont entrer dans la bulle, en tenant pour acquis que Drummondville y sera. Les équipes de l'Abitibi, les équipes de l'Est du Québec, Pécomo et Rimouski, et les 6 équipes des Maritimes où ça fonctionne très bien. Il y a seulement que Sherbrooke qui est dans une zone différente, une zone rouge, et qui n'a pas été en mesure d'être en confinement assez tôt pour pouvoir participer à la bulle. Est-ce que les choses pourraient changer dans le cas de Sherbrooke, advenant que Drummondville ne puisse pas entrer? Peut-être que Sherbrooke, pour la 2e semaine de la bulle, serait admissible. C'est pas impossible non plus. On en apprend au jour le jour dans ce dossier de la COVID en 2020. Vous êtes d'accord avec moi que c'est bien difficile de prévoir à long terme tout ce qui se passe depuis le début de cette saison. Donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, question de savoir un petit peu comment ça va se passer dans la bulle et comment ça va se passer pour son équipe, surtout les Tigres de Victoriaville. On a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le directeur général des Tigres, Kevin Cloutier, qui nous parle donc de cette expérience que s'apprête à vivre son équipe. Kevin Cloutier, directeur général des Tigres de Victoriaville. Merci premièrement de prendre le temps de jaser avec nous, Kevin. C'est une grosse séquence qui s'amorce pour votre équipe. Mais en même temps, vous n'avez pas joué depuis le 10 octobre. Alors, j'imagine que les joueurs, les entraîneurs, toi, le personnel, vous avez hâte que ça commence, ce fameux projet là, de bulle restreinte au centre Vidéotron. Oui, effectivement, on est très excités depuis l'annonce. Ça paraissait dans les entraînements cette semaine. Effectivement, on n'a pas joué depuis le 10 octobre, fait que ça fait quand même un bon bout. Puis, on a trouvé une façon de
de garder tout le monde allumé puis de bonne humeur, mais ça reste que les joueurs, leur bonbon, c'est de jouer des matchs puis de compétitionner. Puis là, ben, ils vont avoir la chance là, cette semaine. Avant de commencer l'entrevue, je parlais un peu du principe de la bulle. Évidemment, moi, comme les autres représentants des médias, on n'a pas le droit d'y être. Tu me disais juste avant l'entrevue que toi aussi, malheureusement, tu ne peux pas y être comme tu voudrais y être, mais explique-nous, un, pourquoi tu n'es pas là, puis deux, comment ça va se passer vraiment là, pour les joueurs, les entraîneurs? Ben, dans mon cas à moi, puis dans certains cas là, d'autres GM, c'est qu'on a eu un travail effectué là, pendant cette. On est en isolement depuis le 3 novembre. Donc, mes joueurs, mes entraîneurs, ainsi de suite, mais ça reste qu'au niveau des GM. Moi, je suis allé voir 2 matchs à Rimouski. Donc, c'est certain qu'il a fallu que je sorte de l'isolement pour faire mon travail. Donc, je vais avoir accès à aller voir mes propres matchs, mais je ne pourrais pas aller voir les autres matchs. Pour ce qui est de mes entraîneurs, puis les joueurs, eux autres, ils quittent aujourd'hui. On avait un dernier entraînement à Victoriaville ce matin. Les gars vont quitter en fin d'après-midi pour se diriger là, au centre Vidéotron pour prendre possession de la chambre qui va nous être attribuée. Puis ensuite, ils vont se diriger vers l'hôtel où c'est qu'ils vont être logés là, pour les 10 prochains jours. Je parle d'hôtels. Je pense qu'il y a 2 hôtels différents pour les équipes, mais vous n'avez pas le droit vraiment de vous fréquenter. Je pense, je vais mettre en guillemets le mot fréquenter dans l'hôtel. Exemple, il y a 3 équipes au même hôtel que toi, même si les joueurs se connaissent, vous n'avez pas le droit de faire d'activité ensemble. Il faut que chacun reste dans sa chambre, si j'ai bien compris. Ben oui, il y a des règlements assez sévères là, par rapport à tout ça, mais en même temps, c'est comprenable. On veut que ça se passe bien. Puis la Ligue a fait ça d'une façon, d'une main de maître, là, de mettre ça en place. Puis maintenant, il faut respecter les règlements. Puis honnêtement, les gars les respectent depuis le début du camp d'entraînement. Donc, je ne verrai pas pourquoi ils ne respecteraient pas dans la prochaine semaine. Mais c'est vraiment bien fait. Dans notre cas, nous autres, on va être logés au Château Bonne-Entente. Puis on va partager ça avec les remparts puis l'Armada. Puis j'ai vu le plan hier de l'hôtel. Puis effectivement, il y a des entrées pour chacune des équipes. Vous savez comment c'est fait, le Château Bonne-Entente, pour ceux qui ont déjà été, c'est assez gros. Fait c'est comme si on se croisera vraiment pas là, dans l'hôtel. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis, ils sont inspirés beaucoup de la Ligue nationale. Puis, ça va être vraiment intéressant pour tout le monde. Est-ce que cet hôtel-là, comme l'autre qui est utilisé, ne servent qu'exclusivement aux équipes de la LHMQ ou il va y avoir des. Moi, si je décide d'aller faire un séjour à Québec, est-ce que je peux rester au Château Bonne-Entente? Ou? Non, le Château Bonne-Entente, de ce que j'ai compris, est fermé depuis le début de la pandémie. Donc, il y a uniquement les 3 équipes là, en question qui vont se rendre là. Pour les 4 autres, ils vont loger au Delta. Donc, je ne connais pas la situation du Delta comme tel, mais dans notre cas, en tout cas, le Château Bonne-Entente, il va être exclusif aux 3 équipes. Alors là, vous partez de l'hôtel, vous allez jouer votre match, vous revenez à l'hôtel. Les journées que vous ne jouez pas, vous avez droit au pavillon de la jeunesse. C'est comme ça que ça fonctionne pour les entraînements? Oui, on a un horaire là, pour notre équipe pour toute la semaine, que ce soit pour les tests COVID, les entraînements. Nous autres aussi, à l'interne, là, on a 2 heures par jour d'école là, qui va être consacrée. On va avoir une salle là-bas au Château Bonne-Entente pour ça, avec une personne qui va les encadrer. Donc, c'est un horaire qui est très, très qui est déjà fait là, 10 jours en avance, puis va pouvoir être très, très, comment je peux dire ça, très sévère là, par rapport à tout ça, mais tout est en place pour que ça se passe super bien. Vous jouez 6 matchs, c'est vous qui ouvrez le bal demain après-midi à 14h, un match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. J'ai envie de vous dire en partant, c'est une équipe que vous n'étiez pas supposé d'affronter cette année parce qu'au début de saison, on disait des matchs seulement à l'intérieur de la division. Là, vous allez jouer contre Gatineau, Boisbriand et Drummondville qui ne sont pas à l'intérieur de votre section. Est-ce que, selon toi, ça change quelque chose ou on veut juste jouer des matchs, là, puis même si à la fin, ça ne sera peut-être pas égal le nombre de matchs qu'on va avoir joué à l'intérieur de notre section, ça ne dérangera pas trop dans les circonstances? Écoute, comme tu dis, l'important, c'est de jouer des matchs. Puis moi, en tout cas, en tant que GM, je suis bien content de voir ça, qu'on va pouvoir affronter 6 clubs différents. Tu sais, des fois, quand tu restes tout le temps dans ta division, c'est dur d'évaluer par rapport aux autres équipes. Puis là, on va affronter de très bonnes équipes de l'autre division. Tu sais, l'Armada, l'équipe, d'après moi, la plus, faudrait me corriger, mais la plus vieille de la Ligue. Donc, c'est une équipe qui vient d'aller chercher justement la Ferrière aussi, avec Luke Edmond. Donc, ils ont un club qui est à maturité. Gatineau, même chose, très bonne équipe. Drummondville, c'est notre rivalité naturelle pour nous autres à Victoriaville. Donc, la chance de jouer un match contre eux, c'est excitant pour nous autres. Puis, pour le reste, on a des matchs là, de 4 points d'interdivision qui va jouer là, contre Shawinigan, Chicoutimi, puis Québec. Donc, c'est tous des matchs là, qui vont avoir une saveur spéciale. On a 3 anciens entraîneurs des Tigres là, parmi ces 6 équipes-là aussi. Donc, c'est certain que ça va rajouter là, à l'émotion pour la semaine et ainsi de suite.
Est-ce que vous vous préparez pour ces matchs-là, Kevin, en vous disant c'est probablement nos 6 derniers matchs en 2020 avant Noël, parce que ça va peut-être être difficile après ça de reprogrammer d'autres matchs si les zones rouges ne tombent pas, là? Honnêtement, je ne sais pas. T'sais, moi, là, je te dirais que depuis le mois d'août, là, ma philosophie, c'est une journée à la fois parce que tout change très rapidement. On essaie de contrôler le mieux possible la journée qui s'en vient. Là, présentement, on a un plan de 10 jours là, qui est établi et qui est bien structuré, ainsi de suite. Ensuite, on verra. La Ligue, là, honnêtement, elle travaille très, très fort pour trouver des solutions pour nous permettre de jouer. Cette bulle-là en est une preuve. Puis, je suis pas mal certain qu'ils ont déjà des plans pour la suite des choses. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va être annoncé le 23? On n'en a aucune idée, personne. Donc, on s'ajustera rendu là. Kevin, avant de commencer l'entrevue, tu m'as fait une petite allusion, tu sais, on peut pas aller voir les autres équipes nécessairement, puis tout ça. Puis à ce temps-ci de l'année, habituellement, c'est là qu'on commence à peut-être établir les bases de certaines transactions pour la période des fêtes. Est-ce que tu as l'impression que ça va être complètement différent, puis que peut-être qu'il n'y aura pas autant d'échanges, puis que les directeurs généraux vont être prudents de part justement de se retrouver un peu comme Moncton, Chicoutimi l'an passé, qui avait fait beaucoup d'achats, puis que finalement, ils n'ont pas été en mesure d'avoir les dividendes à la fin? Ben, c'est certain que ça peut être très différent s'il n'y a pas de changement d'ici le mois de janvier, là, ce qui serait surprenant avec tout ce qu'on entend. Mais en même temps, on a vécu un peu ce que ces clubs-là ont fait l'année passée. Ils ont investi beaucoup pour se rendre jusqu'au bout. Puis, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, c'est certain que pour cette année, les clubs qui vont être acheteurs vont être très, très prudents par rapport à ça. Vous savez, quand on va aller acheter un joueur, c'est un grand mot, mais quand on veut s'améliorer, il y a deux raisons. C'est un, d'essayer d'aller gagner, mais c'est aussi d'amener du monde dans les estrades. Je me souviens quand on allait chercher Vitaly Abramov, il y a 3 ans, oui, on voulait se rendre au bout, mais aussi on voulait au niveau business faire en sorte qu'on ait du monde dans les estrades puis que l'engouement reprenne. C'est effectivement ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, là, cette année, ben, si tu vas essayer de t'améliorer, oui, tu vas essayer de gagner, mais l'aspect d'amener du monde de plus dans les estrades par rapport à si tu te rends plus loin ou non, ça n'aura pas d'impact. Donc, il va falloir tout évaluer tout ça là, avant de prendre des décisions. De là, peut-être certains propriétaires qui vont dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer d'y aller cette année parce que les revenus ne seront pas là pour soit mettre de l'argent en banque ou renflouer des pertes des dernières années? Là. Effectivement, ça va être des grosses décisions qui vont être prises avec le GM et le président, ça c'est certain. Mais en même temps, il y a beaucoup de façons de voir ça. Tu as un groupe de joueurs aussi qui ont des attentes, tu as des entraîneurs qui ont des attentes, tu as des présidents qui ont une attente, tu as les actionnaires. Donc, il y a beaucoup de monde par rapport à des décisions comme ça qui doivent être consultées comme il faut. Puis, on va voir là, comment l'évolution va se faire d'ici la fin de la période de transaction. Puis, on prendra la meilleure décision pour notre organisation. D'avoir une fiche parfaite depuis un mois, c'est le fun, Kevin? 4 victoires, aucune défaite. Vous êtes encore premier de la Ligue, d'une certaine façon? Oui, c'est juste 4 matchs, mais je te dirais que ça l'a peut-être aidé à l'atmosphère aussi. Tu sais, quand tu as gagné 4, c'est mieux qu'en perdre 4 et d'être arrêté pendant aussi longtemps. On a gagné 4 matchs, on a eu un très bon départ, notamment offensif. Tu sais, on a beaucoup de gars qui ont produit. Puis, là, quand ça s'est arrêté, ben, au moins, on avait une fiche qui était le fun et que l'esprit d'équipe a eu le temps. Tu sais, on a eu un voyage avec Como de 2 matchs qui nous a permis à tout le monde de mieux se connaître dans l'équipe. Puis, mais maintenant, ceci étant dit, là, on va avoir des matchs cette semaine qui vont être très, très intéressants pour évaluer vraiment où c'est qu'on en est comme équipe. Kevin, merci beaucoup. Bonne chance pour cette séquence-là qui s'amorce. On va suivre ça à distance, évidemment, en ce qui me concerne, mais je pense que ça va être le fun. Puis moi, je n'ai pas arrêté, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi de souligner, dans le fond, ce que la Ligue fait là, pour essayer de faire tout en le possible. Il y a peut-être des critiques des fois là, qui sont venues, pourquoi jouer quand les autres ne jouent pas, mais on ne peut pas accuser la Ligue, les dirigeants là, et les propriétaires d'équipes de ne pas être proactifs, de ne pas être créatifs, je pense. Hein. Effectivement, la Ligue a travaillé d'une main de maître pour mettre ça en place. Puis les propriétaires, ben, ils ont donné leur accord aussi pour investir de nombreux dollars, parce que c'est des semaines qui vont être assez dispendieuses. Donc, on est vraiment, vraiment, je pourrais dire ça, on est vraiment content, puis on est vraiment, je cherche pas mon terme exact, mais on est vraiment content de la façon privilégié. Privilégié, effectivement, c'est le bon mot. Merci, Stéphane, d'en faire partie. Merci, Kevin. À bientôt. Merci, Stéphane.
entretien avec Kevin Cloutier, directeur général des Tigres de Victoriaville. Son équipe, comme on le disait, qui a gagné ses 4 matchs en début de saison, notamment un voyage de 2 matchs à Baie-Comeau et qui n'a pas joué toutefois depuis le 10 octobre. Donc, en sautant sur la glace, demain, on va parler d'une absence là, de 5 semaines depuis le dernier match de la troupe de Karl Mallette, entraîneur en chef recru avec les Tigres cette année. C'est quand même un détail à ne pas négliger, mais il va jouer contre une formation, Blainville-Boisbriand, qui elle aussi n'a pas joué depuis encore plus longtemps. Alors, à la fin, tout ça va se ressembler. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé du Phoenix de Sherbrooke au cours de cet entretien. Le Phoenix ne fait pas partie de la bulle. Le Phoenix a joué 5 matchs depuis le début de la saison. Un premier week-end, si vous vous souvenez bien, contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui s'était soldé avec 2 défaites. Après lesquelles l'équipe avait été plongée dans une quarantaine de 14 jours en raison d'une éclosion de COVID à la suite des matchs contre l'Armada où il y avait eu un problème aussi à Boisbriand. On est revenu exactement un mois plus tard, le 5 novembre, donc un mois après les 2 premiers matchs. Et là, on a pu aller jouer parce que Sherbrooke était encore en zone orange. 3 matchs en Abitibi, 1 à Val-d'Or, 2 à Rouen, qui se sont soldés aussi par 3 revers. Et lorsqu'on est revenu de ce voyage-là, Sherbrooke est tombé en zone rouge. Et comme on n'avait pas commencé la quarantaine des autres équipes, pas la quarantaine, mais je dirais le mini-isolement, on n'a pas pu inclure Sherbrooke dans le projet de la bulle à Québec. De sorte que Sherbrooke, il est fort possible qu'on ne joue pas de match là, avant le mois de janvier parce que je ne pense pas qu'il va y avoir une autre bulle que celle qui est annoncée présentement en décembre, à moins que les cas diminuent et que Sherbrooke reviendrait en zone orange et pourrait peut-être reprendre des matchs contre Rimouski, Baie-Comeau ou même encore une fois contre les équipes de l'Abitibi. C'est pas impossible. Mais j'ai échangé des messages avec Stéphane Julien plus tôt cette semaine, directeur général et entraîneur-chef, et il disait que selon lui, peut-être qu'il n'y aura pas de match pour le Phoenix avant 2021. La bonne nouvelle, d'une certaine façon, dans ça, c'est qu'on pourra probablement récupérer le gardien Samuel Lavaille après le Mondial Junior, parce que les joueurs européens, évidemment, vont être en sol canadien pour participer au Mondial Junior. Alors, Lavaille pourrait partir d'Edmonton au terme du championnat mondial et rejoindre son équipe de Sherbrooke. Des décisions, évidemment, qui restent à être confirmées. Parlant du Phoenix de Sherbrooke, Samuel Poulain, qui évolue avec le Phoenix, fait partie des 9 joueurs qui vont participer à compter de demain au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Il faut peut-être rappeler là, les 9 joueurs de la LHJMQ qui participent à ce camp. Les attaquants Jacob Pelletier des Foreurs de Val-d'Or, Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke, Xavier Simoneau des Voltigeurs de Drummondville, Maverick Bourque des Cataractes de Shawinigan, Dawson Mercer et Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. De même que 3 défenseurs qui évoluent pour des formations des Maritimes, Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown, Justin Barron des Mooseheads d'Halifax et Jordan Spence des Wildcats de Moncton. Alors, c'est 9 joueurs. On peut peut-être ajouter aussi, glisser un mot sur la présence du gardien québécois Devin Levi, qui lui est censé jouer pour les Huskies de Northeastern cette année dans les universités américaines, dans les rangs collégiaux américains. Alors, lui aussi sera au camp. En tout, il y aura 46 joueurs au camp qui vont tenter de se mériter une place. C'était 47 au départ, c'est rendu 46 en raison du forfait du défenseur Owen Power, dont l'entraîneur-chef à Michigan a réussi à convaincre de ne pas participer au camp de sélection cette année, disant que le camp était trop long, que pour lui, c'était peut-être mieux qu'il demeure avec l'équipe de Michigan pour jouer. Il y a eu beaucoup de discussions d'ailleurs à ce sujet-là. Tony Granato, pas très content aussi de devoir laisser aller Dylan Holloway de sa formation de Wisconsin pour participer à un camp de 7 semaines, trouve que c'est très long. Mais ces joueurs-là, évidemment, Holloway surtout a beaucoup de chances de se tailler une place avec l'équipe canadienne. Power, c'était peut-être plus un négligé des parieurs, alors on peut peut-être comprendre son absence et il aura toujours l'occasion de se reprendre l'an prochain car il n'a que 18 ans. Mais toujours est-il que Samuel Poulain a pris la direction de l'Alberta au cours des dernières heures. On lui a parlé en fin de semaine, question de connaître un peu son état d'esprit avant de se présenter à ce camp de sélection pour tenter de se mériter une place avec l'équipe Canada Junior 2021. On vous présente cette entrevue. Samuel, au cours des prochains jours, tu vas participer au camp d'équipe Canada Junior. Évidemment, on va en parler dans quelques instants. J'aimerais plus revenir sur ce que vous avez vécu depuis le début de l'année. Ça n'a pas été facile. Vous avez joué 5 matchs. Au-delà des résultats, 5 défaites. Je pense surtout que ça a été compliqué, la zone rouge. On ne sait pas si on s'en va dans la bulle. On ne sait pas. Comment vous vivez ça, le Phoenix, présentement, là, depuis le début de la saison? Ça, c'est un challenge. On est habitué de jouer des games assez régulièrement, de jouer à chaque 3-4 jours. Puis
d'avoir une routine qui a de l'allure un peu, mais là, en ce moment, c'est pas nécessairement le cas. On joue, après ça, on est out pendant un mois de temps, après ça, on rejoue, après ça, on est out pendant 3 semaines. Fait que c'est tough un peu de garder l'intensité, comme de garder un beat de game. On est en train de pratiquer, puis on joue pas beaucoup de games, mais en même temps, on est déjà chanceux d'être sur la glace tous les jours pour pratiquer et s'entraîner, qu'on va prendre ce qu'on a, puis il y a beaucoup de personnes, je pense, qui aimeraient ça dans notre situation-là. Vous avez eu l'histoire de l'éclosion là, après le premier week-end à Boisbriand. Comment les gars ont vécu ça, de se retrouver à faire une quarantaine puis à arrêter complètement? Est-ce qu'il y en a qui étaient inquiets? Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur? Parce que vous avez quand même eu des cas positifs, là. Pas vraiment. Les gars, ils ont été isolés. Dans le fond, eux qui ont eu le COVID, ils ont été isolés, puis c'était sécuritaire pour tout le monde après ça. Là. Fait que il y a personne qui a eu des grosses complications. Puis ceux qui ont testé négatif, dans le fond, il fallait juste passer une quarantaine comme tout le monde. Puis ça fait 2 semaines qu'on a essayé de garder le contact le plus possible avec nos teammates puis nos coachs. On avait des Zooms puis des rencontres virtuelles pour s'assurer qu'on fasse pas rien de nos journées. On était quand même occupés même à ça. Fait que ça a passé quand même vite dans un sens. C'était pas si que ça. Là. OK, on va parler évidemment du camp d'équipe Canada Junior qui commence à compter de demain. Comment tu envisages ce camp-là? Là? C'est ta dernière chance de jouer dans cette équipe-là. Il y a du talent au pied carré, on va se le dire. 26 choix de première ronde qui sont au camp, dont toi, tu en fais partie. As-tu l'impression que tu pars avec un avantage, un désavantage? As-tu l'impression que tu as quelque chose à prouver ou ce que tu as fait déjà va faire en sorte que tu vas te mériter une place? Comment tu l'entreprends, ce camp-là? Là? Et moi, je m'en vais dans ce camp-là dans l'idée que je ne fais pas partie de cette équipe-là encore puis que j'ai des choses à prouver pour tailler un poste au sein de l'équipe Canada. Donc, c'est sûr c'est avec ce mindset-là que je vais m'en aller là. Puis, les trucs que tu as fait dans le passé, je pense pas qu'ils ont vraiment rapport pour ce camp-là. Il y a tellement comme tu as dit, il y a tellement de talent. Puis, c'est un long camp aussi. C'est plus long que les autres années. Donc, on va avoir le temps en masse de se prouver. Donc, je prends cette chance-là. Puis, c'est exactement ça que je vais faire. Je vais aller là dans l'optique de me prouver à chaque jour et de montrer ce que je suis capable de faire. Toi et les autres gars du Québec, as-tu l'impression que vous avez un petit avantage parce que vous avez joué, puis même si vous n'en avez pas joué peut-être autant que vous auriez voulu? Peut-être. On a été dans un beat des vraies pratiques d'équipe, des vrais games. Donc, pour ça, on est chanceux et on a peut-être un avantage. Mais en même temps, je suis pas sûr que les gars de l'Ontario et de l'Ouest ils sont préparés en conséquence pour arriver près à ce camp-là. Donc, je suis sûr que tout le monde, ça va être un bon pace dès le début. Là. Moi, j'entends souvent les jeunes, ils vont à ce camp-là depuis des années, ils disent, regarde, moi, je suis prêt à passer le balai s'il faut, là, je vais être le 12e attaquant, le 3, même s'ils me font jouer au centre, à l'aile, n'importe où, je suis prêt à accepter n'importe quoi. J'imagine que c'est un peu ça pour toi aussi, là? Exactement, mon but, c'est juste de faire partie de cette équipe-là, puis d'aider dans n'importe quel sens, n'importe quelle façon le Canada a gagné une médaille d'or. Donc, comme tu as dit, peu importe le rôle que je vais avoir, je vais le prendre, puis je vais être très content de pouvoir participer au tournoi. Là. Moi, j'ai écrit des choses, j'ai dit des choses à ton sujet. Je t'aime beaucoup comme joueur, mais les gens de Hockey Canada m'ont souvent dit qu'il n'a pas été autant performant quand il est venu avec nous, que ce soit les moins 17, les moins 18. C'est-tu quelque chose qui t'agace un petit peu? Ou y a-tu quelque chose qui explique ça, que ça a été plus difficile? Tu n'as peut-être pas eu le rendement que tu aurais voulu, surtout à Linka Gretzky, mettons, là? Ouais, je suis conscient que mes performances avec Hockey Canada n'ont pas été les meilleures. Donc, j'ai travaillé en conséquence. J'ai eu beaucoup de rencontres avec un psychologue sportif justement pour travailler là-dessus. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui peut me servir comme motivation. Puis, c'est un outil de plus que j'ai dans mon coffre à outils. Là, je sais avec quoi m'attendre. Puis, je sais c'est quoi qu'il faut que je fasse pour bien performer. Donc, je vais essayer d'amener ça à ce camp-là. Puis, de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Là. André Tourigny, un entraîneur québécois, ça nuira pas aux gars de la LHJMQ non plus, même s'il dirige en Ontario, il vous connaît bien quand même. Ouais, il me connaît bien, puis on a eu la chance de se faire coacher par lui au 18 au tournoi Linka. Donc, il me connaît bien, donc il reste juste à avoir des bonnes parties, des bonnes pratiques lors du camp. Puis, je pense qu'on va aimer les résultats. Mais je vais aimer les résultats si je fais ça. Là. Tu t'embarques dans un processus, si ça fonctionne bien, puis tu vas jusqu'au bout,
de 7 semaines. C'est quand même très long. Là. Tu sais, on est mi-novembre, puis ça va aller jusqu'au 6 janvier. C'est un gros sacrifice à chaque année, ce tournoi-là, mais encore plus cette année en raison des conditions. Tu as passé du temps avec ta famille en fin de semaine, puis là, tu ne sais pas quand tu vas les revoir, dans le fond. Ouais, exact, mais en même temps, c'est l'expérience d'une vie. Là, puis depuis que je suis jeune, je veux faire partie de ce tournoi-là. Donc, peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre ce rêve-là, je vais le faire. Donc, cette semaine, pour plusieurs, ça va sembler beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Tout est pas mal fermé. Puis je suis pas mal sûr que le temps des fêtes ne sera pas comme on a l'habitude de le vivre. Donc, c'est une raison de plus de s'en aller là dans l'optique de gagner une médaille d'or. Je pense que ça va juste être encore plus motivant. Puis Est-ce que tu t'en vas là? Est-ce que tu t'en vas là aussi, Samuel, en disant, ben là, je vais regarder du coin de l'œil le début de la Ligue nationale parce que peut-être que je pourrais participer à un camp des Pingouins de Pittsburgh, puis peut-être pas revenir dans le hockey junior. C'est-tu en derrière de ta tête? Est-ce qu'on t'a parlé du côté des Pingouins pour dire, regarde, là, oublie ça pour cette année, ou au contraire, si on ouvre un camp le 5 janvier après le championnat du monde, tu t'en vas à un camp à Pittsburgh après, puis Sherbrooke, on ne sait pas encore plus quand est-ce que tu vas y retourner? Non, ils m'ont pas vraiment parlé à ce sujet-là. Fait qu'en ce moment, mon target, c'est vraiment juste Hockey Canada, puis d'aller à ce camp-là pour faire l'équipe. Donc, c'est mon seul objectif pour le moment. Donc, je pense que ça va venir quand ça va être le temps, puis quand les décisions de la NHL vont être prises. Là. Parce que c'est quelque chose qui peut, tu sais, si la Ligue nationale annonce qu'elle revient le 1er janvier ou le 15 janvier, on n'invitera pas autant de joueurs que d'habitude, mais on peut penser que les choix de première ronde vont être invités puis vont avoir une chance de peut-être frapper à la porte. Tu as été dans l'entourage de l'équipe là, durant les dernières semaines. Là. Ouais, exact. C'est une possibilité qui risque d'arriver. Donc, comme je t'ai dit, il va falloir que je sois prêt si ça arrive, mais en même temps, je ne veux pas trop y penser. Je pense au Canada, puis le camp du World Junior, c'est quelque chose de gros, puis je veux vraiment mettre 100% de mon focus là-dessus. Donc, comme je t'ai dit, je vais penser à ça quand ça va être le temps. Là. C'est beaucoup quand même pour des jeunes. Je veux dire, vous avez l'école à travers tout ça, puis ça en fait beaucoup sur la planche là, depuis quelques semaines. Là. Ouais, exact. Je pense en général, 2020, c'est une grosse année, puis ça n'arrête pas de nous surprendre. Donc, c'est un mix de tout plein d'affaires. Puis là-dedans, l'école, puis l'hockey, c'est encore plus dur cette année à cause que tout est à distance. Puis il y a beaucoup d'enjeux qui sont mis en ligne de compte, mais en même temps, il faut rester focus. Puis j'ai réussi quand même à avancer quand même mes trucs avant de partir. Donc, je suis pas trop mal pris côté école. Là. À RDS, on présente ce tournoi-là chaque année, puis on aime toujours ça. Le plus de Québécois possible, c'est toujours bon pour nous, c'est bon pour les codes d'écoute, c'est bon pour le plaisir de suivre ce tournoi-là. On va te souhaiter bonne chance. Il y a de la compétition, mais on sait que tu as les atouts pour faire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis amuse-toi là-bas à Red Deer. Hein. Ouais, merci beaucoup. Sherbrooke qui fait partie donc des 46 joueurs qui vont sauter sur la glace demain matin, le 17 novembre, pour la première de 4 journées d'entraînement. Pour vous expliquer un peu le déroulement du camp et pour savoir les dates importantes, 17, 18, 19 et 20, donc au cours des 4 prochains jours de la semaine, 2 séances d'entraînement par jour pour les équipes. On sait qu'il y a 46 joueurs, donc on va être capable de créer 2 groupes. Samedi et dimanche prochain, il y aura les 2 premiers matchs intra-équipe rouge contre blanc. Lundi prochain, le 23 novembre, ce sera journée de congé au camp de sélection. Mardi le 24, on va jouer un 3e match rouge contre blanc et c'est au terme de ce match-là qu'on va y aller de la première séance de retranchement du côté des joueurs. Selon ce que j'ai pu comprendre, là, on aimerait descendre le total de 46 à peut-être 28-30 joueurs. Donc, il faut s'attendre entre 16 et 18 joueurs retranchés le 24 novembre. Question aussi de retourner, surtout s'il y a des joueurs du Québec là-dedans, de les retourner avec leur équipe respective. Par la suite, il va rester un groupe de 30 joueurs, 28-30 joueurs, qui va s'embarquer dans une préparation de 3 semaines. Et au cours des 3 semaines qui vont suivre, il y aura à chaque week-end de samedi, dimanche 28-29 novembre, 5 et 6 décembre et 12 et 13 décembre, 6 matchs contre des équipes, des joueurs étoiles des universités canadiennes de l'Alberta. Donc, on espère être en mesure là, de jouer des matchs qui vont donner justement un peu de rythme aux joueurs qui seront présents au camp. Et au terme de ces 6 matchs-là, le 13 décembre,
On va procéder aux dernières coupures pour réduire le groupe à 25, 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. Cette année, on va garder 2 joueurs de plus en raison de la COVID et de la bulle. Donc, 25 joueurs qui, après ça, vont quitter Red Deer pour se diriger vers Edmonton, à peu près à 1h30 de Red Deer, pour entrer dans cette fameuse bulle le 14 décembre. Du 14 au 17 décembre, il y aura 4 jours de réclusion, pas d'entraînement, rien de tout ça. Question de s'assurer qu'il n'y a pas de tests positifs au sein des équipes. Et à compter du 18 décembre, on va reprendre l'entraînement. Il y aura 2 matchs préparatoires les 21 et 23 décembre contre la Russie et la Suède. Et le début du tournoi pour 6 des 10 équipes le 25 décembre. Le Canada qui va jouer son premier match le 26 décembre. Peut-être vous mentionner que les 6 matchs contre U-Sport, les 6 matchs contre les Étoiles universitaires canadiennes, 28, 29 novembre, 5, 6, 12 et 13, seront tous présentés sur les ondes de RDS. Les heures sont à confirmer encore, là, mais surveillez nos émissions régulières, là, que ce soit le 5 à 7, Hockey 360. On va vous tenir au courant, évidemment, via les médias sociaux aussi. Mais à compter du 28-29 décembre, vous allez pouvoir commencer à suivre les matchs du camp de sélection d'équipe Canada Junior en vue du championnat mondial de hockey junior qui aura lieu à compter du 25 décembre 2020. Donc, c'est important. Ouais, à compter du 28 novembre, on va suivre ça donc de près à RDS. Et tout au long de la semaine, d'ailleurs, à compter du 17 novembre, lors de nos émissions régulières Hockey 360, 5 à 7, Sport 30, on aura évidemment beaucoup de nouvelles de ce camp de sélection. Malheureusement, je ne peux y être pour l'instant en personne pour suivre ce camp-là. J'y suis à chaque année habituellement. J'aurai peut-être l'occasion d'aller faire un tour à Red Deer au mois de décembre. Ça reste à confirmer. Tout dépendra du déroulement des premiers jours du camp. On est très, très sévère et très respectueux là, des règles sanitaires et tout ça. Alors, il n'y a pas de journaliste qui, en principe, assiste aux séances d'entraînement. Il y aura peut-être un collègue de TSN, un caméraman là, qui va être en mesure de nous envoyer des images. Les entrevues avec les joueurs et avec André Tourigny vont se faire via les plateformes qu'on connaît là, depuis le début de cette pandémie, les Zooms, etc. Donc, c'est une couverture à distance, mais soyez assurés là, que autant pour notre balado ici sur la glace que pour nos émissions régulières à RDS, on va suivre de près quand même ce qui se passe au camp de sélection. Donc, c'est à peu près tout en ce qui nous concerne cette semaine. Je vous rappelle, à compter de demain, 14h, au Centre Vidéotron, le début de la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville qui vont affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand. En principe, on peut jouer 21 matchs au cours des prochains jours. On va suivre ça évidemment à distance aussi via le web parce qu'il n'y a pas de spectateurs et il n'y a pas de journalistes non plus qui sont admis au Centre Vidéotron, pas d'agents, pas de parents. Que voulez-vous? C'est comme ça en 2020 et il semble que ça va se poursuivre au début de 2021 aussi. Voilà, je remercie mes invités pour cette balado-diffusion numéro 6 de la saison. Kevin Cloutier des Tigres de Victoriaville, Samuel Poulain du Phoenix de Sherbrooke, à la technique Alex Gagnon, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. Ici Stéphane Leroux qui vous remercie et qui vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.